Bonjour Fred, Bonjour Agnès. je suis ravie de t'accueillir, enfin non, que tu m'accueilles parce qu'en fait je suis chez toi Oui. pour cette petite interview. Donc je te propose tout d'abord de te présenter. Je m'appelle Fred Dupin, je suis musicien, plus précisément dans la musique jazz, musique improvisée, musique funk groove et un petit peu musique classique. Ok, et tu joues de quel instrument? Alors je joue beaucoup de tuba, mais à la base j'ai une formation et j'ai joué longtemps en professionnel, tout ça, de la trompette. Et tu as un groupe où tu... Oui, je joue dans plusieurs groupes, il y a le Jazz River Trio, où on fait du jazz évidemment, donc à trois. Je joue aussi dans le Chicky Brass, c'est plutôt du jazz funky, en quartet. Et puis après, plein de projets dans le spectacle burlesque au jazz aussi également. Un petit peu de musique classique, j'enseigne aussi auprès des enfants dans le programme Demos. Voilà. Ok, ben justement c'est par le projet autour du burlesque et du jazz que je t'ai connue grâce à Julie, Miss Georgette, que j'avais interviewée la dernière fois. Est-ce que tu pratiques le yoga, la méditation? Alors non, actuellement pas vraiment, mais j'ai à une période pratiqué pas mal la méditation. J'ai aussi pratiqué, enfin j'ai commencé un peu cette démarche par la sophrologie. Quelques séances aussi de Reiki, où j'avais passé un premier niveau. C'était un peu la continuité de ce travail dans la sophrologie. Et puis la méditation avec une approche plus zen quoi à la base. Mais bon, méditation, c'est la méditation, c'est essayer de se chercher son calme intérieur et puis voilà. Ouais. Donc tu fais pas de yoga à proprement parler, mais quand même tu as des bases. Oui, j'ai des bases, Ouais. j'ai pas mal vraiment travaillé à une période là-dessus, notamment pour améliorer ou comprendre comment fonctionnait la respiration, ma respiration. Comme je joue des instruments à vent, de la famille des vents, et notamment des cuivres, donc il m'a fallu quand même à un moment donné me pencher sur la question. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je trouvais ça super intéressant de faire cette interview. Donc je suppose que tu as pas trop d'a priori sur le yoga puisque tu as pratiqué des disciplines qui sont quand même relativement proches. Non, j'ai pas du tout de choses négatives qui me viennent. Au contraire, c'est que bon là, ce que je découvre un petit peu en parlant autour de moi, c'est que le yoga apporte effectivement ces bases, les bases que j'ai recherchées à une période, mais en plus beaucoup de travail physique, d'étirement. Donc il y a ça m'attire plutôt que l'inverse quoi. Bon, tant mieux, c'est le but. Oui, non. Alors en yoga, justement, c'est ce qu'on a dit, la respiration est fondamentale. Notamment, alors moi en tout cas dans mes cours, je fais beaucoup respirer par le ventre, on part vraiment du tout en bas, du périnée, on engage les abdos profonds. Quelle est la technique pour souffler dans un instrument? C'est justement, c'est pas par la relaxation, on arrive à prendre conscience de son diaphragme, de détendre son diaphragme pour justement respirer, retrouver une respiration naturelle, c'est-à-dire une respiration abdominale. Et par là, évidemment, débloquer tout le haut du corps pour être beaucoup plus détendu et projeter le souffle, contrôler sa vitesse d'air, qu'on appelle nous les cuivres, pour justement obtenir des sons esthétiques, des sons droits, et puis la tessiture aussi, maîtriser la tessiture de l'instrument. Bon, ça c'est la tessiture, c'est l'étendue en fait du registre, quoi, dans les aigus, les graves, voilà, pour trouver une homogénéité dans le son. Oui, parce que là, on est vraiment dans le yoga où on essaye aussi, suivant les respirations, d'étirer le souffle. Donc, il y a vraiment des points communs et je suis d'accord avec toi. La respiration abdominale, c'est quand même fondamental. Et pourtant, tout le monde ne respire pas par le ventre alors que c'est la respiration quand même qui est naturelle. Tout à fait, naturelle, qu'on retrouve normalement quand on est en état de sommeil, hein, puisque là, on respire pas en montant les épaules, tout crispé. En général, quand on dort, on atteint cette relaxation naturelle, quoi. On retrouve, en fait, qu'on a tous à l'enfance, en fait. Ouais. Il faut reprendre conscience de ça. Donc, il faut quand même rechercher le socle pour remettre en place cette respiration abdominale bien ancrée, bien en place. Et puis, il y a la bascule du bassin aussi, que j'avais travaillé avec déverrouiller les genoux, et puis se trimballer comme ça toute la journée, repositionner son siège de voiture pour qu'on ne soit pas avachi, le dos rond, tout mal fichu, lorsqu'on fait des kilomètres par exemple, c'est quand même utile. C'est toute une façon un mode de vie en fait.
Mais c'est marrant, mais tu reprends exactement ce que moi j'enseigne en cours, avec cette idée où justement on travaille beaucoup sur l'autograndissement. Moi, ma formation était pas mal axée là-dessus, sur justement le fait de donner de l'espace à la colonne. Et on travaille aussi beaucoup sur l'ancrage en yoga. Est-ce que sur scène c'est important d'être ancré? Est-ce que c'est possible tout en bougeant? Ben oui, on peut rechercher effectivement cet ancrage. Après, moi, dans ma démarche personnelle, j'ai plutôt envie, quand je suis sur scène, de rechercher le lâcher prise au niveau artistique. Donc forcément, physiquement, c'est plutôt dans la préparation, dans le travail quotidien que je me concentre là-dessus. Mais sur scène, après, non, je suis plus sur la... En fait, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, comme on dit, le travail, la posture, lorsqu'on est sur scène. Enfin, pour moi. Après, il y en a d'autres qui ont envie leur repère, de conserver leur repère physique, d'ancrage, etc. Ça, c'est très personnel. Moi, je suis plutôt dans la recherche du lâcher-prise au niveau artistique, donc forcément aussi physique, quoi. Voilà. De toute façon, j'imagine que les réflexes, tu les conserves. Bien sûr, c'est comme faire du vélo, hein. On tombe plus, hein. L'équilibre se fait et on réfléchit plus. Enfin, le but, c'est que ça devienne naturel, de retrouver ce naturel, en fait. Hein. Mais comme un pratiquant de yoga, à force de répéter, engager le périnée, c'est quelque chose qui va devenir quasiment naturel dans la pratique. Pour l'ancrage aussi, il y a une période, j'ai pratiqué un petit peu le tai chi, et je trouve que ça, c'était intéressant, justement, pour le centre de gravité. Comme ça, j'ai pratiqué un petit peu le tai chi avant d'arriver à la sophrologie et à toute cette recherche-là. Donc, je trouve qu'il y avait vraiment un lien très très fort justement sur le centre de gravité, l'équilibre, voilà. Sans avoir fait vraiment de yoga, je trouve que ça m'amène à ça quand même. Parce que, moi je m'y connais pas du tout en tai chi, mais je sais qu'il y a aussi cette histoire d'énergie qu'on fait circuler et qu'on retrouve aussi en yoga. Oui, c'est très très proche. Hein. Et qu'on peut faire circuler parce qu'on a les bons réflexes, les bons placements. Alors justement, en parlant de scène, de public, est-ce que tu es stressé quand tu passes scène? Est-ce que, si oui, comment tu gères ça? Est-ce que tu as des choses? Alors, plus jeune, oui, il y avait du stress, ou notamment quand je passais les concours au conservatoire, comme ça, bon là c'était un peu... Ah oui, tu m'étonnes. J'avais 15 ans, c'était un peu difficile à ce niveau-là, mais bon. Mais après, plus tard, avec les années, et puis un petit peu toute cette démarche, certainement, tout participe, hein. Je suis plus maintenant dans la notion d'excitation, de plaisir d'arriver sur scène pour justement m'éclater, lâcher prise sur l'artistique, côté artistique, donc partager, communiquer avec le public le répertoire, la musique qu'on propose, qu'on joue, les vrais échanges, chose que malheureusement on n'a plus depuis 1 an parce qu'on est dans cette situation bloquée là de la culture en raison du Covid, mais là ça manque parce que c'est un véritable dialogue qui s'installe avec le public quand on se retrouve sur scène. Donc là moi je suis plus dans l'excitation de ce plaisir là, de ce partage là, plutôt que dans le stress. Par contre c'est vrai que si j'aborde un répertoire peut-être moins moins excitant, moins tripant, j'en sais rien, ou parce que peut-être il y a eu moins de répétitions, moins de préparation, peut-être que là, je vais être moins dans le plaisir et je vais peut-être appeler ça un peu plus le stress, mais je le ressens pas vraiment. Après, moi j'ai aussi l'habitude aussi souvent de fermer les yeux quand je joue, et moi quand je ferme les yeux, je vois personne, donc j'ai plus vraiment de stress puisque qu'il y ait 2 personnes devant ou 2000 personnes, je les vois pas, donc moi je joue comme si j'étais tout seul, quoi, au pire. Là tu fais le retrait des sens que les pratiquants de yoga connaissent. Voilà. C'est une des techniques notamment qui, en tout cas en yoga, permet d'arriver à la concentration, à la méditation, etc., etc. Ça se fait naturellement. Je sais pas, moi je me suis pas posé la question. Et après, je pense que de toute façon, le fait que tu sois pas stressé et que tu partages comme ça avec les gens, c'est aussi agréable pour les gens, parce que, alors je sais pas ce que tu en penses, mais il y a rien de pire que de regarder quelqu'un sur scène dont on sent le stress. Ah oui, certainement, oui, oui. Ouais. Ça pour moi c'est une torture quand je sais que la personne en face
est complètement stressé, c'est tellement difficile. Voilà, il y a une espèce de compassion aussi qui se met en place. Ah ben de toute façon, on dégage ce qu'on dégage, en fait, on le partage. Hein. Donc forcément, si c'est du stress, ben, ça sera du stress. Si c'est du plaisir, ça sera du plaisir. Donc pour toutes les pratiques, tous les arts, ou même quelqu'un qui prend la parole pour un discours, c'est pareil. Oui. Hein. Donc l'importance de la gestion du stress, c'est vrai que c'est quand même pas négligeable. Alors j'en viens maintenant au type de jazz que tu proposes majoritairement, donc qui est du jazz New Orleans. Et j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un lien avec la joie? Parce que alors de mon côté, moi c'est vraiment une musique, et quand j'entends ça, j'ai envie de danser, voilà, ça me met le smile. Donc qu'est-ce qu'il en est? Ben, en fait, c'est une musique qui vient d'un brassage culturel du début du XXe siècle, à la Nouvelle-Orléans, comme son nom l'indique. Mais elle a été... c'est une musique spirituelle, en fin de compte. C'était surtout ce que l'on connaît aujourd'hui de cette musique-là, c'est surtout l'aspect festif. Donc c'est pour ça que ça donne envie ça donne de la joie, ça donne envie de danser, de bouger. Et en fait, ça a été souvent accompagné, enfin ça a accompagné en fait les rites, les enterrements, quoi. Donc du coup, on avait une fanfare, quoi, qui joue une musique très triste, il se lamentait parce que la personne était morte, tout ça. Donc et derrière suivi, bien sûr, ils accompagnent le cercueil. Hein. On va au cimetière. Hein. Et du coup, et tout d'un coup, il y a on appelle ça une second line, c'est-à-dire qu'il y a le trompettiste en général qui fait un appel festif tout d'un coup au milieu de tout ça et qui envoie ou la même musique ou un autre thème beaucoup plus festif, et tout d'un coup ben en fait il considérait que l'âme du défunt ou de la défunte avait été accueillie au paradis, et donc c'est la joie, quoi. C'est un acte super joyeux, et tout le monde est content pour cette personne. Du coup c'est la fête, quoi. Alors il y a plein de films qui évoquent ça, notamment un vieux film de James Bond là où ça avait vraiment fait de la pub pour le Jazz Nouvelle-Orléans, parce que la scène était super bien tournée et très importante dans le film. Mais on peut le voir aujourd'hui encore, ce rituel a toujours lieu. Voilà. C'est vraiment génial. Enfin, moi je trouve que c'est tellement important, en tout cas, que ce soit du coup, dans la musique ou que ce soit dans le yoga que moi j'ai envie d'enseigner. Je sais que j'essaye toujours de distiller un petit peu cette joie qu'on peut retrouver au final dans plein de moments, dans plein d'endroits. Et donc c'est marrant de le retrouver. De toute façon, dans la respiration, le lien c'est la vie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je sais pas si j'ai pas vu ça hier ou avant-hier là. Oui, parce que j'ai une de mes filles qui a un devoir sur la respiration. Elle a une évaluation mardi, je crois, en SVT. Oui, en SVT. Et a priori, on respirerait en moyenne 25 000 fois par jour. Et ça, c'est depuis qu'on est né. Du coup, c'est vraiment là que l'on peut retrouver cette joie. La vie, en fait, on peut la sentir à travers la respiration. Et quand on inspire, on sent que cette vie pénètre en nous. Et cette respiration, cette joie dans la méditation, dans la respiration, ce que tu disais là, dans l'enseignement du yoga notamment, on peut la sentir. Et ça met du positif dans la vie lorsqu'on est en état de pleine conscience. De pleine conscience, exactement. Et je confirme en tant que prof de SVT aussi, oui, la respiration c'est la vie, voilà. Mais c'est aussi la vie en lien, je pense, avec le mental, hein, tout ce qu'on vient de voir. Et j'ai une autre question par rapport justement à la dimension physique de la musique. Est-ce que la dimension physique des vibrations est importante pour un musicien, ou du moins pour toi, puisque en yoga on fait de plus en plus par exemple de bains sonores, donc autour des bols tibétains par exemple, ou des bols de cristal. Alors déjà, rien que dans le sujet général, déjà il existe, j'ai jamais pratiqué, mais j'ai un ami, Stéphane Seva, qui pratique la musicothérapie. Il a même inventé un instrument. Ah ouais? Ouais. C'est donc hyper intéressant. Je te donnerai ses coordonnées si tu veux. Carrément. Mais donc c'était juste pour dire que la musicothérapie, la musique, évidemment, a des bienfaits, quoi, pour justement le corps, pour l'esprit. Mais moi, mon niveau, ce dont je peux parler, ce que je peux dire, c'est que je suis trompettiste, je suis tubiste, ok. Quand je me suis mis au tuba, je me suis mis aussi à la contrebasse pour, selon les répertoires, avoir aussi la bascule entre un instrument avant en cuivre, la basse en cuivre et la basse en corde, enfin. Et je me suis retrouvé donc à travailler les deux instruments, et un jour j'ai fait un concert à la contrebasse.
toute la soirée, je me suis amusé parce que c'était chouette et tout ça. J'ai commencé à jouer donc cet instrument pour dire d'en faire un instrument à part entière. Et en fait, je suis rentré frustré parce que je n'avais pas soufflé dans un instrument, quoi. La contrebasse, bon, mais on peut respirer évidemment en jouant la contrebasse. Oui, il vaut mieux. Mais et respirer musicalement aussi. Mais là, pour le coup, de ne pas souffler dans un instrument, parce que j'ai fait ça toute ma vie, ben, je me suis retrouvé frustré. Donc je pense que on n'est pas toujours conscient des sensations de vibration, des sensations intérieures de ce que ça nous procure, un instrument qu'on pratique au quotidien depuis des années. Mais là, je me dis que cette frustration, elle était bien liée à ce genre de choses, ce manque en fait de sensations intérieures, de ces vibrations, de l'expression par le souffle. Voilà, par le souffle, par l'expiration pour le coup, parce qu'on souffle. Mais voilà, donc je pense que ça répond en partie à ta question. Oui, tout à fait. Mais parce que justement, on en parlait un peu plus tôt. Tu me disais que c'est une des choses que tu avais finalement un peu redécouvert aussi par une expérience que voilà que tu vas peut-être raconter. Oui, tout à fait. Comme j'interviens là dans le programme Demos, un programme pédagogique piloté par l'Opéra de Bordeaux dans un centre de quartier au Grand Parc pour des enfants. On a des formations et justement on nous a un jour il y a une formation qui m'a un peu plus marqué que d'autres. C'était la redécouverte un petit peu de notre instrument en pleine conscience comme on disait, c'est-à-dire redécouvrir l'aspect esthétique de l'instrument qui est posé devant soi. On en fait le tour, ensuite on le touche. Alors là c'était le tuba donc c'est en métal donc c'est comment, c'est froid, etc. Puis ensuite, on le prend dans les bras, donc là, on le soupèse, on redécouvre le poids, alors que d'habitude, on prend l'instrument sans réfléchir, comme ça, clac, oui, envoyé dans le salon, je le prends n'importe quand, je vous, voilà. Je confirme, il est énorme. Ouais, voilà, c'est plus de 10 kilos, voilà. Mais voilà, redécouvrir le poids, qu'on se pose pas la question d'habitude, et ensuite... sentir qu'on va sur notre respiration avant d'émettre un premier son, comme si c'était le premier son que l'on faisait de notre vie avec cet instrument, etc. Donc là, tout cet aspect-là, cette approche, je trouve ça hyper intéressant et on peut plonger aussi, se mettre à la place d'un débutant, que ce soit un adulte ou un enfant, qui justement aborde un instrument comme ça, qui a été attiré par cet instrument par le son, par exemple, mais qui ne l'a jamais tenu dans les mains, et s'est jamais posé la question comment on fait pour émettre un son, etc. Voilà. Ouais, sur cette première fois, c'est marrant parce que c'est une des choses aussi qu'on peut travailler en yoga, cette idée de regarder les choses un peu comme la première fois et d'avoir cette joie qui vient avec l'observation la première fois. Essayer d'être en fait un peu des débutants permanents quelque part. Oui, c'est ça, redécouvrir toujours ce plaisir. Alors une question que j'aime bien poser, quelle est ta citation préférée ? Alors, citation qui paraît peut-être comme ça au premier abord un peu commerciale. Non mais c'est bien parce que je vais rebondir après là-dessus. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça et qui il y a quand même maintenant peut-être une vingtaine d'années et c'est une citation qui revient souvent parce qu'il faut jamais perdre ça de vue, c'est que le savoir-faire ne va jamais sans le faire savoir. Donc effectivement, on peut penser ça. Je l'ai recité il y a pas très longtemps là pour promouvoir Burlesque Jazz par exemple, notre nouveau spectacle, pour s'organiser, pour se booster un petit peu, pour faire de la communication, etc. Mais c'est vrai que ça peut être aussi, on peut le voir aussi d'autres manières. Comment tu le vois, toi? Mais justement, parce que alors nous, c'est hyper tabou en yoga, de moins en moins, mais ça reste quand même un petit peu tabou. Si tu veux faire de la pub, te faire connaître, oui mais non, parce que tu n'es qu'un pur esprit. Et en fait, non, au contraire, je pense que si on aime ce qu'on fait, on a envie de dire je peux vous apporter quelque chose, j'ai envie de vous donner quelque chose. Oui. J'imagine que pour toi c'est pareil. C'est pareil, mais c'est le partage, c'est toujours pareil. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand on se retrouve sur scène, qu'est-ce qui se passe? On communique avec le public. Donc là, évidemment, dans une séance de yoga, l'idée c'est d'aller à son calme intérieur, c'est de méditer, se trouver. Bon, il y a aussi tout l'aspect physique, mais on peut aussi rayonner un bon message et le communiquer autour de soi. C'est ça, et même voilà. de soi aussi, d'ailleurs. Non, et voilà, et se faire connaître pour faire passer ce message, c'est ultra important et c'est devenu fondamental. Bien sûr. De toute façon. Bien sûr. Donc non, mais j'aime beaucoup ta citation, ça me permet de rebondir là-dessus, c'est parfait.
Pour finir justement tes projets, qu'est-ce que tu as donc à venir, des choses qui te tiennent à cœur? Les projets, on a un enregistrement prévu qui tarde un peu à se mettre en place, mais enfin le Jazz River Trio. Donc ça c'est un trio avec sax, banjo et moi je suis au tuba, la basse. Donc on fait partie aussi d'un spectacle qui se joue souvent au Théâtre des Beaux-Arts quand c'est ouvert. C'est le spectacle un spectacle musical qui s'appelle Bonsoir Charlie. À Bordeaux? Ouais, à Bordeaux, principalement parce qu'on est amené à jouer ailleurs. Il y a ça, j'ai aussi je joue dans le Cheeky Brass, c'est du jazz funky groove avec pas mal de compos. On est en quartet, donc ça c'est pareil, on a tout ça, on a des pages Facebook, je mettrai en commentaire tous tes liens. Et puis dernièrement on a le show burlesque au jazz, donc mêlant le burlesque, donc les feuillages et le jazz, on reprend que des musiques de films connus, donc c'est sympa aussi pour les oreilles, puisque ça permet d'entendre des thèmes joués pareil en trio, mais Indiana Jones par exemple joué en trio, c'est sympa, la boum, la musique de la boum swing, quoi, c'est étonnant mais ça marche très bien, c'est chouette. Voilà, et puis j'ai un projet aussi tuba jazz que je suis en train de préparer, mais pour l'instant en cachette. J'ai écrit mes partitions, mais j'ai pas encore fait mon équipe, mais ça sera un prochain disque que j'ai envie de faire. Voilà. Du coup, oui, des projets qui vont peut-être aussi prendre de l'ampleur, j'imagine, après tous les événements actuels. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de bosser là pendant cette phase de confinement pour la culture, on bosse, on fait des captations, on fait des chaînes YouTube, on essaye de créer, de mettre en place des outils pour que lorsqu'on va nous permettre de repartir, on ait des choses à proposer dans l'événementiel aussi, où là c'est vraiment complètement fermé depuis vraiment le début. Il n'y a pas eu du tout de possibilité de refaire des soirées événementielles, parce que c'est quand même quelque chose qui pour nous est du travail, quoi. C'est vraiment dans les châteaux, dans le palais de la Bourse, etc. Et là on est en train de monter, là on fait des captations la semaine prochaine pour magie et jazz, donc avec la magie liée au jazz pour l'événementiel, burlesque jazz aussi, il y a une version aussi pour l'événementiel. Oui, parce que finalement, quelque part, oui, c'est terrible cette période, mais ça fait peut-être réfléchir, ça donne peut-être des idées. Je pense qu'il faut en tirer le positif. Oui, ces idées-là, elles étaient déjà quasi en place ou existantes la plupart, mais là, pour le coup, ça nous stimule, ça nous maintient aussi en action que de les formaliser par justement des vidéos, des enregistrements, etc. Ça donne un temps que... Ça donne un temps qu'on n'aurait peut-être pas eu, on n'aurait pas eu autant de temps, mais il aurait fallu quand même le faire, quoi, malgré tout. Oui, donc... voilà, donc faut... Oui, donc que des beaux projets, et des projets qui sont quand même originaux. Il faut chercher des choses. Pour certains, des choses qu'on n'attendait pas, burlesque et jazz, par exemple. A priori, c'est un peu unique, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, en France, il n'y a pas... On sait qu'à la Nouvelle-Orléans, moi, j'en ai vu un show là-bas il y a quelques années, donc ça existe là-bas, mais il y a eu une histoire là-bas qui a fait qu'ils ont maintenu un lieu, le Chim Cham, là, le club, là, où il y a justement des shows toutes les semaines avec un jazz band et de l'effeuillage avec des stars du secteur, en tout cas. C'est hyper intéressant. Et, moi je suis attachée au burlesque, et je trouve que c'est vraiment super cette combinaison. Je vous encourage à aller voir les liens que je vais mettre en commentaire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une idée Non, pas particulièrement. On pourrait parler pendant 2 heures. On va peut-être pas faire ça. Non, du coup, je pense qu'on a tiré un petit peu l'essentiel, et finalement on se retrouve, comme souvent, à trouver du yoga dans des pratiques où a priori on n'y pense pas forcément. Du fond du cœur, je te remercie pour cette interview. Merci Anis. Et je vous dis à bientôt. Namasté.